Attends une minute. OK, tu viens d'enregistrer, là? Oui. Bon, ben Paul, veux-tu commencer avec la prière, s'il vous plaît? Oui, absolument. Euh, Prière chant pour la guérison. C'est Wabanaki. Kwe-ah-henu, kwe-ah-henu, kwe-ah-henu. Hallelujah, Merci, Paul. Bienvenue à vous. Merci, Paul. Michel, est-ce que tu es là? Bon, ben, Sylvain, je vais prendre la parole d'abord, si tu me permets. Michel, il éprouve peut-être encore des petits problèmes de son, là, c'est pas grave. Donc, dans le fond, je vous présente Sylvain Serré. Sylvain Serré est un enseignant au secondaire à l'École de Salésiens de Sherbrooke. C'est une personne qui a vécu dans le Grand Nord du Québec pendant 8 ans dans les communautés inuites. La semaine dernière, il nous a parlé, dans le fond, de son expérience avec les communautés inuites ainsi que sur les aurores boréales. Et puis, cette semaine, il nous entretient sur la cosmologie selon les Inuits. Bon. Bonjour. 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 Michel, là, je t'entends. Ah, bon, ben, je suis revenu. Hey, c'est fatigant, ça, aujourd'hui. Moi aussi, j'ai un petit problème technique là, qui concerne mon écran. Premièrement, je remercie encore la communauté autochtone qui est ma communauté à moi, là, autochtone, de m'avoir invité pour une deuxième semaine. Ça me fait plaisir de venir reparler un peu du monde inuit. J'ai une pensée pour eux autres, car dimanche, c'était la journée internationale des Inuits. Donc, je pense à eux autres particulièrement en cette journée-là. Puis, on a su qu'il y a des grosses éclosions actuellement de COVID dans les villages inuits aussi. Donc, ça me donne une occasion de plus de les porter dans mon cœur en cette journée où je parle d'eux autres. Donc, je vais penser à eux autres tout au long de cette présentation, bien simplement. Je veux préciser dès le départ aussi que je ne suis pas un spécialiste en astronomie, ni même en astrologie. Hein. Je ne ferai pas la carte du ciel de Jojo Savard, comme disait ma belle-sœur Véronique. Non, je vais faire la carte du ciel selon mes amis inuits. Je vais essayer de régler mon petit problème. Donc, je vais vous présenter. Bon, ça ne sera pas long. Marianne, tu me diras si tout est correct. Je vais partager mon écran. OK. Alors, je vais donc vous présenter aujourd'hui la conception du ciel selon les Inuits. Pour faire cette présentation-là, premièrement, je remercie aussi un des invités ici qui va m'aider dans la présentation. Patrick va nous lire et nous faire vivre deux légendes tout à l'heure. Patrick qui est un passionné et un bon conteur, c'est-à-dire, et je vais lui faire confiance pour deux belles légendes qu'on va pouvoir entendre. Donc, pour cette présentation-là, donc, je vous réfère
à trois sources principales. Donc, The Arctic Sky, qui est écrit par John McDonnell, qui est le spécialiste probablement le plus connu là, sur le ciel arctique, qui m'a permis, moi, de découvrir bien les choses sur le ciel tel que je le percevais là-bas. J'ai les contes traditionnels des pays de glace, du pays de glace qui est écrit par Delphine Gravier. Alors, les deux légendes qu'on va entendre aujourd'hui, tirées du français de Delphine Gravier, donc ce petit livre-là. Et pour ceux et celles que ça peut intéresser, vous avez le logiciel Stellarium qui est gratuit sur Internet, que vous pouvez aller télécharger gratuitement et installer. Et il n'y a pas de publicité, il n'y a rien là-dedans. C'est vraiment un logiciel très utile pour pouvoir voir les cartes du ciel et même choisir l'endroit dans le monde où est-ce qu'on veut voir les constellations, les étoiles et tout ça. Donc, c'est mes trois sources que je vais utiliser. Donc, parlons du ciel arctique. Le ciel arctique, c'est un ciel qui est très différent de celui qu'on a, nous autres, ici, dans le sud du Québec. Dans le sud du Québec, il y a de la pollution lumineuse. Hein? Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup d'interférences, alors que dans le nord, ben, les interférences sont naturelles. C'est du brouillard, c'est la pleine lune, c'est les aurores boréales aussi qui viennent parfois nous empêcher de bien voir le ciel. Il y a ce qu'on appelle aussi dans le ciel les constellations circumpolaires, c'est-à-dire celles qui font le tour tout au long de l'année, qui sont au-dessus des têtes des observateurs. Et puis, ces constellations-là, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a quelques-unes qui sont omniprésentes, d'où la raison de pouvoir les nommer, les imaginer d'une manière différente. Alors là, je vais faire le tour de l'année. Vous avez les 12 mois sont en haut à la gauche. Là, on est en janvier. Puis là, vous allez voir que tout va changer au fur et à mesure que les mois avancent. Mais les circumpolaires, habituellement, sont dans le centre. Vous les voyez tourner au fur et à mesure. En juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, un Inuit, quand il descend à Montréal, il est très, très perdu. Hein? La réalité est très différente. L'Inuit va voir les étoiles beaucoup plus grosses, plus brillantes, moins nombreuses. Alors, c'est plus des effets visuels que la réalité, parce que la réalité, les étoiles sont de la même grandeur, sont peut-être moins brillantes parce qu'il y en a moins dans le sud. Donc, on voit plus facilement comme la Grande Ourse. On voit seulement la constellation. On ne voit pas beaucoup d'étoiles à travers la Grande Ourse. La magnitude est peut-être de 3 ou de 4, alors qu'on arrive dans le nord et la magnitude est peut-être de 8 ou 9. Donc, le nombre d'étoiles qu'on voit dans le nord, c'est une multitude comparé à ce qu'on voit à Montréal. L'autre chose aussi, ben, à Montréal, il y a des nuits pendant l'été, alors que dans le nord, il n'y en a pas de nuit. C'est-à-dire, il y a une nuit, mais il n'y a pas d'obscurité. C'est de la clarté 24 heures sur 24. Enfin, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais l'Inuit, lui, qui descend à Montréal pour la première fois, il est un peu mélangé aussi. L'aube, toute la partie du lever et du coucher de soleil, c'est très différent. Dans le nord, on a un coucher de soleil qui peut durer 6-7 heures. Un lever de soleil, bon, inclus là-dedans, le coucher et le lever. Alors que dans le sud, ben, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus rapide. Donc, ici, j'ai mis... bon, moi, quand je suis arrivé dans le nord, je ne connaissais pas nécessairement énormément les étoiles. Comme à peu près tout le monde, on connaît la casserole, hein, la Grande Ourse. Donc, c'est celle que je connaissais. Après ça, rapidement, j'ai appris à repérer dans le ciel Cassiopée. Alors, la Grande Ourse, vous l'avez là, c'est dans le centre qu'elle est positionnée. Cassiopée, c'est le W qui est dans la Voie lactée, qui est facile à repérer. Et dans le nord, la plus facile aussi, dans les trois que j'ai pu identifier, c'est Orion. Orion qui est une constellation très grande et très
magnifique à regarder. Donc, si je regarde du côté européen, parce qu'on fait des comparatifs quand même, alors, dans la cosmologie, la manière de représenter le ciel, ben, il y a quelques constellations. Alors, c'est très, très chargé. C'est énormément d'éléments. Alors que dans la cosmologie inuit, eh bien, il y en a beaucoup moins. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette manière de voir les choses. C'est sûr qu'un Inuit, lui, il va avoir comme référentiel les animaux dans lesquels il peut chasser, il peut aller voir. Donc, il va y avoir aussi bon, les êtres humains qui sont présents. Il n'y a pas beaucoup d'autres éléments à part ces animaux-là. Donc, le caribou va être présent. On va avoir les chiens qui sont très, très présents. L'ours qui est présent aussi, évidemment. Il y a aussi les animaux marins qui vont être présents, mais d'une manière plus subtile, là, avec plus le gras du beluga qui va servir là, pour une des constellations qu'ils vont nommer. On va commencer avec mon ami Patrick, que je vais lui demander de nous rappeler notre première légende, celle de Hatzanik, celle des légendes des aurores boréales. Donc, je ne sais pas, Ouais, Patrick, si d'accord. tu es prêt, là, as-tu fait des push-ups? Hatzanik. Ben non, c'est 1, 2. Bon, j'imagine que tout le monde m'entend bien. Oui. Good. Alors, quand a lieu une aurore boréale, des rayons lumineux denses dans le ciel du pôle Nord, on dirait que des êtres fantastiques jonglent avec des boules de feu. Un chasseur inuit était marié avec la plus belle femme du pays. Elle avait une longue chevelure d'un noir profond. Ses yeux rieurs éclairaient son visage aux traits fins et réguliers. Elle était jalousée par toutes les autres femmes du village qui rêvaient d'être aussi séduisantes. Cependant, peu d'hommes enviaient le chasseur, car malheureusement, après plusieurs années de mariage, le couple n'avait toujours pas d'enfants. Que leur vie devait être monotone. Un soir, alors que le chasseur rentrait chez lui, il s'allongea dans la neige pour regarder la nuit tomber et les étoiles scintiller. Tout à coup, il assista à un spectacle époustouflant. Dans le ciel assombri, des faisceaux lumineux flamboyaient et dessinaient des formes mystérieuses. Certaines fois, une boule de feu semblait rebondir d'un bout à l'autre du ciel. On aurait dit qu'il suffisait de lever le bras pour toucher. Stupéfait, l'homme se demanda si ce phénomène enchanteur était un bon présage. Lorsqu'il retrouva sa femme, ce soir-là, elle avait un air radieux. Elle lui annonça qu'elle était enceinte et que leur désir le plus cher allait enfin devenir réalité. Fou de joie, le chasseur pensa que ces étranges lueurs lui avaient apporté bonheur. Il raconta à sa femme ce qu'il avait vu dans le ciel, mais elle ne crut pas un instant ce qu'il lui a dit. Il s'était sans doute endormi et tout cela n'était qu'un rêve. Quelques mois plus tard, lorsque le fils naquit, ils l'appelèrent Hatzanik. Après plusieurs années, l'enfant devint un adolescent vigoureux, chassant le phoque presque aussi bien que son père. Un jour, alors que tous deux étaient partis en kayak, le père fut victime d'un tragique accident. Il était au large, loin des côtes, lorsqu'une tempête se leva. Ils tentèrent de regagner la banquise, mais le kayak du père chavira et le pauvre homme fut englouti sans que son fils puisse rien faire pour lui venir en aide. Hatzanik parvint à rentrer chez lui, assailli de remords, se reprochant de n'avoir pas pu sauver son père. Lorsqu'il annonça cette terrible nouvelle à sa mère, celle-ci fut inconsolable. Elle passa des journées entières à pleurer son mari. N'ayant plus le désir de vivre, elle se laissa mourir petit à petit. C'est ainsi qu'Hatzanik devint orphelin. Livré à lui-même,
Il était cependant un habile chasseur. Il subvenait à ses besoins sans l'aide de quiconque. Ses parents lui manquèrent affreusement. Le soir, seul dans le grand igloo, il n'avait personne à qui se confier et cette solitude l'attristait. Par une magnifique soirée d'été, il sortit de l'igloo et s'allongea sur le sol pour observer les étoiles, tout comme l'avait fait son père quelques années auparavant. Soudain, à sa grande surprise, des faisceaux lumineux s'élevèrent dans le ciel, semblables à de longues chevelures dansant au gré du vent. De temps à autre, une boule de feu bondissait de part et d'autre du ciel. Hatzanik se souvint des paroles de son père. Un même événement s'était produit peu avant sa naissance. À présent, lui aussi voyait d'étranges créatures qui s'amusaient follement dans le ciel étoilé. Il se sentit appelé et irrésistiblement attiré. Il bondit dans les airs à plusieurs reprises, tout en levant les bras pour toucher les lumières. Son désir était tellement fort qu'il se mit alors à monter, jusqu'à rejoindre les cieux pour de bon. Alors, il se transforma à son tour en rayon lumineux et se mit à jouer avec les boules de feu. Depuis ce jour, Hatzanik signifie aurore boréale dans le langage des Inuits. Quand les hommes ont la chance de contempler ce merveilleux spectacle, ils pensent à ce petit orphelin qui est heureux là-haut pour l'éternité. D'accord, mec, Patrick. Ce qui veut dire merci pour les Inuits. Oui. Alors, le soleil, la lune et les éclipses. De cette légende, moi, évidemment, ayant vu beaucoup d'aurores boréales, mais cette légende m'a été racontée souvent par les Inuits eux-mêmes. Et celle-là vient plus du Groenland, mais les Inuits du Québec aussi la connaissaient. Donc, il y a des éléments qui sont majeurs, là, qui sont très importants pour les Inuits. Et quand je pense au soleil, à Cyrénique, là, je vais essayer de bien prononcer tous les mots. Là. Vous me pardonnerez mon inuktitut un peu défaillant par secousse, mais je vais essayer de faire mon possible. Donc, il y a des 4 temps à l'année où est-ce que les Inuits identifient le Cyrénique, le soleil. Alors, le Taovic Dwak, c'est-à-dire la grande noirceur, la période de l'année où le soleil n'est pas très présent. Dans certains villages inuits, c'est 24 heures sur 24 d'obscurité, 24 heures sur 24 de clarté, donc à l'opposé. Dans le village où j'étais, c'était 3 heures de clarté de soleil, c'est-à-dire juste un petit peu au-dessus de l'horizon. Ça, c'est la grande noirceur. Un total de peut-être 6 heures de clarté dans la journée. Et à l'opposé, de la clarté pendant 24 heures, le coucher de soleil pendant à peu près 1 heure sous l'horizon. Il y a le retour du soleil, donc une période qui est bien importante, là, le soleil qui revient, qui reprend sa place, le solstice d'été où les jours et les nuits sont d'égale longueur. Et parce qu'on est dans le nord, c'est plus propice à un soleil qui est observable. Donc, les taches solaires sur le soleil, on peut les voir davantage avec des instruments particuliers. Pour ce qui est de Tarkik, la Lune, alors c'est la même chose un peu qu'au sud. Il remarque que la Lune, elle a des phases. Elle est de la nouvelle Lune jusqu'au croissant, jusqu'à la Lune gibbeuse, donc, et la pleine Lune. Parfois, certaines fois, dans certaines années, la Lune est circumpolaire, donc elle fait le tour de l'horizon, elle ne se couche jamais. Ça arrive de temps en temps, là, une fois par 4, 5, 6 ans. Donc, 1 mois de temps, la Lune, on va la voir tout le temps dans le ciel. Donc, ça arrive. Pour ce qui est des éclipses, le Pula Magduk, alors c'est de l'obscurité et ça arrive, c'est présent, mais pour eux autres, c'est pas. Au début, c'était comme un signe de la fin des temps, mais là, maintenant, c'est davantage quelque chose qui se produit et qui comprennent. Donc, c'est recouvert
pour eux autres recouverts d'une toile, donc bien simplement. Bon, les étoiles, les constellations et les planètes. Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de stock. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils voient dans le ciel, là. Ils ont limité ça à souvent les animaux et la légende qu'on entendra par la suite, là. Mais la chasse, beaucoup de chasses qu'ils ont représentées dans le ciel. Il y en a une étoile qu'ils voient seulement de temps en temps qui s'appelle Aoudjouk, qu'ils vont voir dans la constellation de l'Aigle. C'est l'étoile Altair et ils la voient beaucoup plus à l'est que au lever du soleil, là, cette étoile-là est apparente. Et quand elle est là, mais c'est parce que là, on est près du printemps et près de l'été. Donc, ça, c'est une étoile qui est très importante, très brillante et qu'ils peuvent voir seulement de temps en temps là, lorsque le soleil se lève. Alors, ça, c'est dans la constellation de l'Aigle qui est au nord là, de. Bon, enfin, ça varie tout le temps, là, mais lorsqu'il la voit, c'est au nord et à l'est. Sur la carte, vous voyez que l'est et l'ouest sont inversés, là. Hein, c'est la carte du ciel. C'est quand on la regarde, ben, il faut la mettre au-dessus de nous autres. Et là, l'est devient l'est et l'ouest devient l'ouest. Donc, il faut la regarder de cette manière-là en la levant. Donc, Altair, on ne la voit pas. La première que moi j'ai remarquée, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'était la grande ours, la casserole, plus facilement appelée comme ça. Alors, la grande ours, pour eux autres, c'est la Tuktourjouit. Tuktourjouit, c'est différent de nous autres. Vous allez voir comment est-ce que c'est différent. La grande ours, j'ai mis le plan là, selon les cartes du ciel. Et vous avez là, les étoiles, bien simplement. Mais ce n'est pas tout à fait toutes les étoiles de la grande ours. La grande ours, elle est davantage, il y a des pieds à la grande ours, puis un devant aussi. Ce n'est pas juste la casserole. Et ça donne ça comme représentation là, illustrée là, de la grande ours. Les Inuits, eux autres, donc Tuktourtuit, alors avec les étoiles. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la casserole tout simplement. Mais ils inversent pour voir un caribou dans le ciel. Et là, je me suis demandé pourquoi un caribou et pas un ours, parce que l'ours est quand même présent là-bas. Et pourquoi on met un caribou? Alors, l'ours n'est pas présent pas 24 heures sur 24, mais 12 mois par année. Hein? Il s'en va chasser sur la banquise. Il va disparaître pendant quelques mois du village, donc on ne le livre pas. Alors que le caribou, ben, il est là presque tout le temps. Lui aussi, il a des parcours migratoires, mais dans le temps, quand on a imaginé les constellations, ben, on suivait les troupeaux. Donc, on a fait des histoires. Un tuk-tuk, c'est un caribou. Donc, un tuk-tuk-yuit, c'est le grand caribou, donc celui qu'on voit dans le ciel. Et ce caribou-là, bien évidemment, c'est source de vie, c'est source de vêtements, c'est source de sculpture, d'art, un paquet de choses qu'on peut faire avec les bois, la fourrure, la viande. On prend tout des animaux là-bas. Donc, ça, c'était un animal qui est très important encore pour les Inuits. Donc, on l'a représenté comme celui qui est le plus facile à repérer dans le ciel. Là, nous autres, c'est la casserole. Hein, tout le monde la connaît pratiquement. Donc, eux autres, ils ont choisi ce symbole-là. Ensuite, quand on prend la grande ours, on part de l'extrémité de la grande ours, puis on fait 4 fois la distance, puis on arrive à l'étoile polaire. Alors, l'étoile polaire qui est située en plein centre, là, Nuhuttuituk, c'est l'étoile polaire qui, elle, ne bouge pas dans le ciel, donc qui reste stable, qui sert à la navigation, au déplacement, alors qui sert de base de repère, mais il ne faut pas la regarder tout le temps, sinon on peut tomber dans l'eau. Il faut garder les yeux sur la terre aussi, pas toujours dans le ciel. Donc, c'est une étoile bon, la petite ours, elle est quand même avec une constellation, mais eux autres, ils n'associent pas la petite ours du tout à une constellation ou quoi que ce soit. Donc, pour eux autres, c'est vraiment uniquement une étoile. Donc, Nuhuttuituk, qui est l'étoile Polaris, l'étoile polaire, qui est en plein centre du ciel. C'est leur principale étoile. Donc, après la grande ours puis l'étoile polaire, quand on est capable de situer ces deux-là, le plus facile après, c'est évidemment Cassiopée.
Cassiopée, c'est le W qu'il y a dans le ciel, là, si vous la connaissez moindrement. Donc, le W, qu'ici, on a de la facilité à trouver, mais dans le Nord, avec une multitude d'étoiles, ben, c'est pas toujours facile parce que les W, il y en a peut-être pas mal. Donc, eux autres, ils appellent ça Pitwak. Pitwak, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Donc, le W de Cassiopée. Alors, bien simplement. Alors, eux autres, c'est Cassiopée qui est une reine éthiopienne dans la mythologie grecque et qui est un personnage qui a été adopté, donc, j'imagine, par leur conception européenne. Donc, Pitsuak, Cassiopée, avec quelques étoiles importantes. Et là, le tracé de leur constellation est différent un petit peu. Ce n'est pas un W, c'est plus comme, ben, vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a deux éléments dans leur constellation. Il y a le Pitsuak, qui est un chandelier, et il y a le Hoksutaitiak, qui est le récipient en graisse de baleine. Donc, celui-là, moi, je l'ai vu, là, les Inuits s'en servent, même dans les journées de culture traditionnelle, ils amènent le Pitsuak et puis le Hoksutaitiak, ils amènent ça pour montrer comment est-ce qu'ils font cuire des aliments, notamment le pain, la bannock là-bas. Et dans le chandelier, ben, ils mettent le mactac, le gras la graisse de baleine, et ils vont faire brûler ça pour la cuisson. Donc, c'est un élément qui est très important pour eux autres, là, pour le mode de vie qu'ils avaient. Donc, le Pitsuak. Une fois qu'on a vu ça, ben, après ça, il y a évidemment la fameuse constellation d'Orion. Alors, Orion qui... je ne sais pas si vous l'avez vu, là, qui est au sud complètement. Là. J'illumine les étoiles avec des petits cercles rouges pour montrer à quel point celle-là est très importante. Alors, c'est une constellation qui est grandiose à observer, qui est belle à observer et qui présente presque toute l'obscurité pour eux autres. Alors, elle n'est pas circumpolaire, mais elle est présente dans le temps de l'obscurité. Alors, elle est divisée en... Ben, eux autres, la mythologie européenne, c'est une seule représentation. Orion, qui est dans la mythologie grecque, c'était un chasseur qui se vantait beaucoup et qui a péri parce qu'il a subi les affres d'un méchant scorpion qui est à l'opposé dans la voûte céleste, mais qui a fait périr Orion. Donc, ça, c'est pour la mythologie grecque. Et pour les Inuits, bon, ben, ils l'ont divisé en 4 parties différentes. La Okutu-Juk, qui est les étoiles Betelgeuse et Bellatrix. Ces étoiles-là sont dans le haut de Orion, de leur constellation. Et on les appelle les 2 étoiles qui sont de côté opposé. Donc, c'est Betelgeuse qui est en haut à gauche et Bellatrix qui est en bas à droite, qui sont donc qui font cette représentation-là. Ensuite, on a Ulaktut. Ulaktut, ce sont les 3 étoiles qu'on va voir dans le haut. Moi, je trouve que ça ressemblait dans le temps quand j'étais dans le Nord, mais même cette semaine en allant aux aurores, on voyait très bien Orion ici au sud du Québec. C'est comme un cerf-volant. On dirait un cerf-volant. C'est un losange avec un genre de ficelle qui descend par le bas. Alors, eux autres, dans le haut du cerf-volant, ils appellent ça le Ulaktut, puis c'est les coureurs. C'est trois hommes qui courent pour aller rejoindre un 4e homme qui est à la chasse aux ours polaires. Tout à l'heure, on entendra de Patrick la 2e légende. Mais c'est les coureurs. Donc, eux autres, ils vont chasser, ils vont essayer d'attraper un ours polaire et ils vont rattraper leur 4e frère ou coureur qui, lui, est dans la constellation d'Orion parce qu'il est revenu les rejoindre. Celle-là, c'est la nébuleuse d'Orion. C'est les 3 étoiles qui descendent. Alors, le Hangam Maharik, qui sont les étoiles qui descendent dans le bas complètement. Et ça représente la nébuleuse d'Orion et les étoiles qui vont avec. Il n'y a pas de représentation autre que ces 3-là. Il y en a qui auraient pu dire que ça aurait pu être comme le Khamoutik, le
le traîneau à chien qu'ils utilisent aussi. Et finalement, ben, il y a l'étoile Rigel qui est le Kingulik, qui est le 4e homme de la chasse aux ours polaires. Donc, c'est le 4e qui essaie de rejoindre les 3 autres, les 3 coureurs. Donc, Kingulik. Kingulik, il y en a un autre aussi, un autre homme qui est tout seul perdu à l'autre bout de la conception spatiale, là, qui est l'étoile de Vega, qui est très, très brillante, très claire, très visible dans le ciel. Cette étoile-là, ben, c'est dans la lyre. Alors, c'est une étoile où est-ce qu'il y a aussi Kingulik, l'homme qui est tout seul de son côté. Alors, Kingulik dans la lyre. Vous voyez, Orion est en bas, puis Vega est en haut complètement, le Kingulik. Il y a 2 Kingulik, Rigel et Vega. Là où il y a beaucoup d'actions pour les Inuits, ben, c'est dans le coin de la constellation du Taureau. Aldébaran a son image. Les Iades qui sont juste à côté d'Aldébaran, ils ont aussi leur image. Et les Pléiades ont leur image. Alors, ces 3 images-là, pour les Occidentaux européens, ben, c'est le taureau tout simplement. Mais pour les Inuits, bon, c'est 3 images différentes. Alors, l'ours, c'est le Nanook. Les chiens, c'est les Rémi. Et à l'autre bout, les Pléiades, bon, ben, ça va être ce qu'on va appeler le sternum pour les Québécois du Sud. Donc, l'ours, le Nunarjuk, alors, qui est l'étoile Aldébaran, alors, qui se retrouve à l'extrémité là, de cette constellation-là du Taureau. Vous avez Rémi, qui est donc les chiens. Tout à l'heure, Patrick va nous faire la légende là, de cette partie-là du ciel. Donc, les Iades, le rassemblement d'un paquet d'étoiles. Donc, les chiens, c'est les Rémi, comme j'ai dit. Et Nunarjuk, c'est l'ours polaire. Nanook, c'est un ours. Et Sakatiak, c'est les Pléiades. Donc, Sakatiak, c'est le sternum. Alors, c'est un os. Eux autres, ils voyaient ça comme un os, l'os qu'on retrouve donc, dans la cage thoracique. C'est un peu technique. Je ne vais pas nécessairement passer tout l'entretien sur toutes ces constellations-là en détail, mais je vous les présente bien simplement. Là, le Gémeaux et le Cocher, qui sont une à côté de l'autre, qui représentent Castor et Pollux pour le Gémeaux. Et pour le Cocher, on retrouve Capella comme principale étoile. Et eux autres, ben, ces 2 étoiles-là, c'est Kuturjuhuk qui renferme, ben, vous le voyez ici sur l'image, en 2 étoiles d'un bord, 2 étoiles de l'autre. Alors, Kuturjuhuk qui se retrouve à être aussi dans leur cosmologie. Vous avez une étoile très brillante à l'est d'Orion, qui est celle du petit chien, à Procyon, qui, elle, est une étoile qui représente aussi, qui est très brillante et qui est un point de repère dans le ciel pour eux autres. Souvent, les étoiles sont des points de repère, ils n'en ont pas fait des constellations, mais juste une place précise. Alors, le Sikuliak Suituituk, qui est Procyon. Vous avez le grand chien avec l'étoile, évidemment, très, 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 très claire, très voyante, juste au niveau de l'horizon, qui apparaît là, presque tous les mois d'obscurité aussi. Alors, qui est Sirius, qui est un petit peu en dessous de Orion. Alors, c'est une étoile qui guide beaucoup, qui est très, très présente, le Sirius, qui est une étoile importante, qui s'appelle le Singuhurik, qui est dans le grand chien pour nous autres, qui est au sud d'Orion. Alors, ça, c'est pour principalement les étoiles. Il y a Arcturus, qui est dans le Bouvier aussi. Le Bouvier qui, pour les Inuits, ça s'appelle Sivulik. Alors, qui est un point de repère aussi dans le ciel important. Donc, si je fais le résumé de tous les points de repère, vous l'avez sur la carte là, ben, le ciel il est assez rempli, ce qui est apparent. Altair n'est pas là, mais plus tard dans l'année, il va être présent juste au niveau du nord et de l'est de la carte.
Sauf que si je le représente là, ben, je ne verrai plus les autres étoiles que les Inuits voient dans leur ciel. La navigation. J'ai toujours, moi, depuis que je suis revenu du Grand Nord, je me suis beaucoup questionné sur la navigation en tant que telle. Ici, dans le Sud, ça, c'est vraiment la leçon la plus grande que moi, j'ai appris du Nord, en plus d'avoir un mode de vie moins stressant. Ben, il y a la navigation. Ici, dans le Sud, si je m'en vais à Québec, ben, je vais suivre des flèches. Hein? Ou mon GPS. Je vais me fier à mon GPS ou à des flèches. Les flèches sur les panneaux qui vont me dire même combien il me reste de kilomètres à franchir, la limite de vitesse que je peux faire, quoique ce n'est pas toujours respecté pour certaines personnes, mais moi, je la respecte beaucoup. Donc, on se fie beaucoup sur des repères qu'on a, puis on oublie de voir qu'il y a des repères naturels aussi qui existent. Et puis les Inuits, eux autres, ben, c'est très, très naturel. Ben, enfin, ça l'était, là. Les choses commencent à changer aussi, mais ils n'ont toujours pas de flèche pour indiquer où aller. Mais les GPS, ça commence à rentrer, les cellulaires, satellites, là, ça commence à rentrer aussi. Alors, ce que je remarque, c'est que la navigation là-bas se fait vraiment à partir de la nature. Et la nature, elle est très importante. On va naviguer à partir des étoiles, on va naviguer à partir des vents, on va naviguer à partir des cours d'eau, on va naviguer on va se déplacer à partir des signes de tout ce qu'on peut noter dans la nature. Nous autres, ici, si je disais on s'en va à Richemont, je demanderais de Sherbrooke à Richemont, il y a combien de cours d'eau qu'on traverse? Il y a combien d'endroits qu'on va voir un pont, là, même si c'est sur l'autoroute ou sur la route secondaire? Ben, la plupart des gens ne seraient peut-être pas capables de le dire parce qu'on est habitué à suivre des flèches, à suivre des limites de vitesse, à suivre d'autres autos. On ne se pose pas beaucoup de questions maintenant. Alors que dans le temps, si on avait à se rendre à telle place, ben, il fallait traverser un cours d'eau, mais il fallait le traverser. On ne pouvait pas faire ça n'importe comment. Il fallait préparer un voyage. Même si c'était un ruisseau, il fallait le traverser. Et puis, on est loin de ça maintenant. On est très, très loin. Mais les Inuits, eux autres, demeurent près de ces réalités-là parce qu'aller dans la toundra, ben, ça peut être dangereux. J'ai un ami qui s'est perdu à 5 km du village dans la toundra parce que le vent s'est levé et c'était un gros blizzard. Il n'a passé pas, j'ai été retrouvé une journée plus tard, mais tout le monde a eu bien peur pour lui. Donc, la navigation se fait à partir de certains éléments. Il y a le mois lunaire, il y a la saison, il y a des marqueurs célestes, des éléments qui nous permettent de déterminer à quel moment de l'année on est rendu, et des marqueurs biologiques et environnementaux. Et bon, évidemment, les marqueurs concernent beaucoup le Soleil, la Lune et quelques étoiles. Et les animaux aussi. Donc, nous autres, on a 12 mois. Eux autres, maintenant, ils ont 12 mois, mais dans le temps, il y en avait 13. 13 moments dans l'année. L'année était divisée en 13 moments importants pour lesquels on évoluait dans la cosmos, si on veut. Et le premier mois lunaire, qui est celui de janvier-février, c'était le mois du possible soleil, le Cyrénique, comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil. Donc, le Cyrénie Nahut. Alors, c'est le moment de l'année où est-ce que le soleil, on peut le voir. Ça dépend de l'endroit où est-ce qu'on est. À Salouit, on le voyait quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques heures par jour. Le Kuyuk, c'est l'hiver, donc ça correspond à la saison de l'hiver. Et bon, Altair, c'est possible de la voir à l'aube, à la mi-janvier, ça dépend des endroits. Nous autres, à Salouit, c'était plus fin février, début mars et en avril. Marqueur céleste, Lingaputuk. Le soleil et la lune vont s'affronter, donc on ne sait pas lequel qui va apparaître. Et puis là, il y a des phénomènes célestes qui apparaissent, là, comme des piliers les Sun Guards et les Moon Dogs. Donc, c'est les gardiens du soleil et les gardiens de la lune qui sont là, qui sont présents. Ils faisaient des parélies, qu'on appelle aussi, donc en langage plus scientifique. Le Kulutinuktuk, qui est le soleil qui quitte l'horizon. Alors, on ne voit plus le soleil du tout.
pendant plusieurs heures dans l'année. L'Ouiguac, c'est la glace qui apparaît. Donc, plus loin que la banquise, là, il y a de la glace qui est présente. Puis le Maolik, on peut chasser le phoque à partir des trous de respiration dans la glace. Donc, pour les chasseurs, ça, c'était bien important. Le Khangat Tatsan, qui est le soleil qui commence à monter un petit peu plus haut. Donc, après qu'il soit couché, là, on commence à le voir monter. C'était la deuxième saison. Encore, c'est Lukyuk, l'hiver. Et le Poilu Tanikpuk, alors c'est la même chose, le soleil commence à monter. Puis là, ben, c'est l'apparition des morses et des phoques sur la banquise et le début d'une certaine forme de chasse aussi. La Vounihit, la naissance prématurée des bébés phoques en mars-avril. Lupin Jack, qui est le début du printemps. On ne dit pas le printemps, on va dire le début du printemps. Alors, c'est le commencement et c'est l'équinoxe. Les jours et les nuits sont de même longueur. Et puis, bon, ça permet d'aller plus vite en traîneau à chien, mais en motoneige aussi, là, maintenant, parce que les traîneaux à chien, il n'y en a presque plus. Il y en a pour des courses une fois par année qui partent d'un village ou à un autre. Là, puis, il y a peut-être une vingtaine de traîneaux à chien qui font la course. Alors, mais c'est les temps idéaux, mars-avril, pour se promener sur la glace, aller partout où on veut. Et c'est très merveilleux. Mars-avril, c'est le Natian, les bébés phoques qui vont naître. Le Pingaksaak, qui est le début du printemps. Les journées commencent à allonger, puis le crépuscule est croissant. C'est aussi la période de la naissance des bébés phoques puis l'augmentation des chutes de neige. Il n'y a pas tellement de neige où moi j'étais, là, à Salouit, parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est sur le bord de l'océan, du détroit du Son. Il y avait des vents qui balayaient la neige quand il y avait des tempêtes, des blizzards, mais quand ça tombait, ça tombait. Et c'était plus dans les mois de mars-avril parce que c'était plus chaud un peu. On parle de moins 20, moins 25, là. C'est quand même plus chaud que le moins 40 de certaines périodes. Le Tirigloit, le mois où on peut planter des tentes, maintenant, les igloos, c'est plus possible de les monter. Donc, c'est le Pungak, c'est le printemps. Et là, on peut voir le soleil continuellement au-dessus de l'horizon. Il est présent. Et des fois, il ne se cache plus. Il est là présent en tout temps. Donc, c'est la naissance des bébés phoques barbus. La neige est trop molle, donc pour construire des igloos. Puis, c'est l'arrivée, ça concorde avec l'arrivée des oiseaux migrateurs, l'enfant des neiges, les bruants et les oies des neiges. Là-dessus, j'ai parlé un peu la semaine passée du réchauffement climatique. Ces mois-là ont tendance à se rapprocher plus de janvier maintenant, un peu moins du mois d'août. Donc, pas le soleil le soleil va toujours rester pareil, mais le printemps va commencer à être plus tôt. On va commencer à planter les tentes plus tôt aussi, parce que la glace n'est plus, c'est plus vrai qu'on se promène jusqu'au mois de juillet sur la glace, là. À partir du mois de mai, c'est pas mal la limite, là. Il y a des personnes que j'ai vues au village de Salouit périr parce qu'ils étaient tombés dans un trou de glace et l'eau, la marée a monté, ils n'ont jamais été capables de sortir de là. Il était comme une dizaine de pieds de profondeur, là, fait qu'ils sont restés là, enfermés dans la glace, puis l'eau a monté, ils sont morts noyés. Début juin, le Nouraït, c'est les caribous, les jeunes bébés caribous, le Pengak, encore le printemps, au début juin. Et le soleil continuellement au-dessus de l'horizon. Le solstice d'été, les journées sont très, très longues. Et la neige, en juin, commence à fondre, mais ça, c'était pour les anciens. Aujourd'hui, la neige est pas mal fondue au mois de juin. Il reste quelques endroits, mais en général, c'est pas mal fondu. La naissance du bébé caribou, dernière période froide avant le dégel annuel. Ça aussi, ça c'est plus tôt un peu. Et l'arrivée des oiseaux migrateurs est arrivée. Est complétée. Moi, j'allais au sommet des montagnes, puis je voyais des oies des neiges. Là, il pouvait en avoir des milliers. Les caribous, quand on allait au sommet des montagnes aussi, j'ai un ami qui tentait, qui était dans sa tente et puis qui s'est réveillé un matin et était entouré de caribous partout. Donc, c'est un moment de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux là, qui sont visibles. Le Manahit, les œufs. Alors, période où est-ce que, encore le printemps, hein, juin et juillet,
Enfin, dans le temps, ça, c'était comme ça. L'été arrive plus tôt maintenant. Les oiseaux migrateurs font leur nid. Et là, on peut voir des petits œufs, 4-5 œufs quand on prend des marches dans la toundra. Toujours pas très loin du village, on peut trouver des nids là, assez facilement. Juillet et août, la Sagaroute, qui est Jack, qui est l'été. Une période où est-ce que là, le soleil commence à la fin juillet à se coucher. Donc, toute la clarté, on l'a eu pendant un mois et demi. Là, on commence à retrouver une certaine forme de noirceur qui arrive. La banquise va, la rupture, sauf que ça aussi, c'est plus tôt maintenant. Il y en a beaucoup moins. La banquise, les abris, maintenant, on fait des abris en peau de caribou à ce moment-là. Alors, il n'y a plus de neige et les canards et les bourdons vont muer. Donc, on va trouver ça un peu partout. La coulis-route, les poils de caribou disparaissent, c'est en août-septembre. La Jack, c'est encore l'été. Sauf que là, encore une fois, on décale. L'été plus frais quand même. Là. Il y a des belles journées, mais on ne dépasse pas le 10 degrés à peu près. Là. Marqueur céleste, le retour des crépuscules et des étoiles. Alors, au mois d'août, à la fin août, il y a de l'obscurité, donc on voit les étoiles et on peut se guider maintenant avec les étoiles. Saison où est-ce qu'on navigue beaucoup. On prend les bateaux, on va à la pêche, on fait beaucoup d'activités nautiques. J'ai vu dans certains villages qu'il est arrivé aussi les sidous. Là. Il y a des Inuits qui faisaient du sidou sur les baies en avant du village. Là. Alors, je ne sais pas si c'était du bombardier ou d'autres marques. Je ne ferai pas de publicité. Quelques plantes produisent des graines. Fabrication des vêtements. Ensuite, on tombe les velours des bois de caribou qu'on peut trouver un peu partout aussi dans la toundra, là, des mues, la couac Jack, qui est le début de l'automne, l'équinoxe d'automne, les jours et les nuits sont d'égale longueur. Les épines de la peau de chabot à 4 cornes. Chabot, c'est un poisson, alors qui ressemble à la morue, qui est un poisson qui pêche, donc ils vont faire des trucs avec ça. Rosée matinale qui est abondante. Puis, sur les petits étangs, on commence à avoir de la glace et l'accumulation de la neige. Septembre, octobre. Octobre, novembre, alors c'est le début de l'hiver. C'est la neige qui commence à se former, le Cacsac. Les jours sont plus courts, puis il y a de la formation de la glace sur la mer. Donc là, ça va plus loin. Et les caribous se couplent, les poissons arctic char, qui sont rarement petits, commencent à frayer. Un arctic char vit peut-être 7 années dans des lacs avant de descendre dans la mer. Et quand il descend dans la mer, il est comme une truite grise, comme tout l'a dit. Puis là, il se retrouve dans la mer, il va manger des crevettes et là, après ça, il va prendre une teinte rosée. Et quand il va monter dans les rivières, il va avoir cette teinte rosée-là. Il n'est pas rare qu'un arctic char soit de 3 à 4 pieds de long, là, donc ça fait beaucoup de bouche à nourrir pendant quelques jours. On a dit cependant que l'arctic char, il ne faut pas qu'il en mange trop souvent, trop régulièrement. Novembre à décembre, tout sort, tout, les nouvelles des villages voisins. Donc, on potine un petit peu dans ces moments-là parce qu'on n'a pas trop de choses à faire. Dans le temps, c'était les campements voisins, donc on se voisinait. C'était le début de l'hiver, puis quelques heures de soleil vers l'heure du midi. Et là, la mer est gelée, on peut se promener dessus sans trop de difficultés, surtout en décembre. Et la dernière période de l'année, c'est le Tarvik Jack, c'est la grande noirceur, comme on a vu tout à l'heure. Donc, le soleil n'est pas tellement présent. C'est le début de l'hiver, le Kyuk, début de période sans soleil, le solstice d'hiver, donc la nuit très, très longue et le jour très, très court. Et il y a des étoiles qu'on commence à voir, là, lac Juk présent avant l'aube au nord-est et la Kutujuk présente le soir. Ça, c'est les deux étoiles, le Bellatrix et Betelgeuse qui sont présents le soir à l'ouest. Alors, tout ça, c'est un petit peu leur conception avec des étoiles. Je sais que c'est très technique, mais ces étoiles-là sont reliées à l'imaginaire
Et cet imaginaire-là nous permet souvent d'être reliés à des réalités inuites. Donc, ma deuxième légende que je demandais à Patrick, c'est celle de Helugtusat, n'est-ce pas, Patrick? Hello, Dusat. Oui, parce que la lettre Q, pour eux autres, c'est comme la lettre R Tout. Oui. aspirée. Puis c'est la légende oui, qui hein? va raconter, ça va raconter la naissance des Pléiades. Je te laisse aller, Patrick, je vais fermer mon son. C'est bien beau. Une jeune femme appelée Nivia s'était récemment mariée avec un homme de son village. Mais tous deux ne s'entendaient pas bien et se disputaient régulièrement. Aussi, un jour, décida-t-elle de quitter son foyer et d'aller passer quelque temps dans la montagne. Au détour d'un chemin, Nivia découvrit un igloo. Elle s'en approcha prudemment, curieuse de savoir qui pouvait bien vivre si loin des autres habitations. Une large peau d'ours était suspendue devant l'entrée, ce qui empêchait la femme de regarder à l'intérieur. C'est alors qu'elle entendit une voix forte lui dire « Entre donc, je ne te veux aucun mal !» Nivia glissa sa main le long de la peau d'ours et la souleva. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit un gros ours accompagné de ses deux petits. La jeune femme fit la course, quittait ses petits pendant la journée et ramenait chaque soir de quoi les nourrir. Les deux oursons étaient encore très jeunes. Leur pelage était d'un blanc immaculé et d'une grande douceur. Les yeux noirs rieurs, semblables à des billes, brillaient avec vivacité. Nivia passait ses journées à jouer avec les petits. Ils raffolaient des galipettes et des glissades dans la neige. Les trois amis se roulaient en boule et dévalaient la pente à toute allure. Lorsque le temps était maussade, ils restaient à l'intérieur de l'igloo. Nivia tapait sur un petit tambour qu'elle avait confectionné avec une peau de morse tendue sur des côtes de renne. Elle entonnait alors le chant traditionnel de son village. Et les deux oursons dansaient en rythme. Nivia avait essayé de leur enseigner le jeu des ficelles où l'on fait de jolies figures avec un cordon glissé habilement entre les 10 doigts. Mais les petites griffes des ours n'étaient pas aussi agiles que les doigts fins d'une jeune femme. Elle leur apprit alors le jeu du bâton que les femmes pratiquaient dans son village. Les deux oursons s'essayaient face à face, les jambes tendues, pied contre pied. Chacun tenait l'extrémité d'un bâton d'une main et tirait de toutes ses forces pour faire lâcher prise à l'autre. Nivia arbitrait le combat, encourageant vivement ses petits protégés. La jeune femme s'était beaucoup attachée à ses deux nouveaux amis. Cependant, sa famille lui manquait et l'envie de rentrer était chaque jour plus forte. Un soir, le gros ours rentra dans l'igloo, portant un énorme phoque en travers de la gueule pour le dîner. Sa chasse avait été fructueuse. Il dépeça sa proie, partageant des morceaux de viande entre les oursons et la jeune fille. Nivia prit alors la parole. « Ce soir, je passerai ma dernière nuit avec vous. Je crois qu'il est grand temps pour moi de retourner dans mon village et de retrouver ma famille. » Comprenant que cette séparation allait être difficile pour ses petits, le grand ours lui dit « Nous aussi, nous formons une famille et nous te considérons comme l'une des nôtres. Tu peux rester ici ta vie entière. Que feront les petits sans toi toute la journée pendant que je chasse? Mais ma place est parmi les hommes, rétorqua Nivia. Mes oursons ont perdu leur mère à la naissance. Je t'en supplie, reste jusqu'à ce qu'ils s'aient grandi, implora le gros ours. Écoute, je ne sais leur apprendre que des manières d'hommes.
C'est à toi de les éduquer. Ma décision est prise. Je partirai demain. Comprenant que la jeune femme ne changerait pas d'avis, le gros ours lui demanda tristement, « Oh, j'accepte que tu partes, mais il y a une promesse très importante que tu dois me faire. Ne parle jamais de nous aux autres hommes. Ils seraient capables de venir nous chasser. Il me serait trop difficile de défendre mes deux petits en même temps. Je te le promets, cela restera notre secret. » Le lendemain matin, Nivia quitta l'igloo après avoir serré dans ses bras les deux oursons attristés. Sur son chemin jusqu'à son village, lui sembla interminable tellement elle avait hâte d'arriver. Lorsque ses amis et sa famille lui demandèrent ce qu'elle avait fait pendant ces longues semaines, elle resta évasive, soucieuse de ne pas trahir sa promesse. Pourtant, elle brûlait d'envie de raconter ses aventures, son séjour dans un igloo en compagnie des ours. Le soir, son mari essaya d'en savoir plus, pressentant qu'elle lui cachait quelque chose. Nivia ne résista pas et avoua qu'elle avait fait la connaissance d'une famille d'ours. Elle ne comptait pas lui en dire plus, mais le mari était malin et il posa tant de questions que la jeune femme finit par dévoiler son secret dans ses moindres détails. Son mari réussit à savoir que les ours habitaient dans un igloo situé sur le flanc ouest de la montagne, non loin d'un petit ruisseau. Il sut aussi que le gros ours laissait ses petits sans défense pendant toute la journée. Or, le mari de la jeune femme était un chasseur ambitieux et il avait très envie de posséder de belles peaux d'ourson douces et immaculées. Nivia sentit que, par son imprudence, elle venait de mettre en danger ses amis. Dès que son mari fut endormi, elle se hâta jusqu'à l'igloo, guidée par la faible lueur de la lune. Arrivée là-bas, elle prévint le gros ours du risque que ses petits couraient. Tous deux fabriquèrent un abri de fortune où se cacheraient les petits si des chasseurs tentaient de les capturer. Puis Nivia rentra chez elle et se coucha silencieusement. Le lendemain, le mari réunit les chasseurs du village et leur proposa de partir sur le champ chasser les ours. Les hommes rassemblèrent leurs chiens et prirent la direction du flanc ouest de la montagne. Nivia les regarda s'éloigner avec inquiétude, mais heureuse d'avoir pu prévenir ses amis du danger. Lorsque les chasseurs arrivèrent dans l'igloo, ils le trouvèrent vide. Le gros ours les prit alors par surprise. Il sauta lourdement sur le toit de la construction qui s'effondra brusquement sous son poids. Tous les hommes furent écrasés. Aucun n'en échappa. Pour venger leur maître, les chiens du traîneau voulurent attaquer le gros animal. Ils formèrent un cercle autour de lui en grognant et en montrant les crocs, le regard menaçant. Le malheureux ours semblait perdu au milieu de cette meute d'assaillants. Les chiens s'approchèrent petit à petit, resserrant le cercle et s'apprêtant à jaillir à tout moment. Pour échapper à une mort cruelle, l'ours sauta vigoureusement et s'éleva miraculeusement dans le ciel. Les chiens s'élancèrent à sa poursuite et s'envolèrent à leur tour. Tous gagnèrent la voûte céleste et se transformèrent en étoiles pour l'éternité. Ils devinrent immortels et formèrent un nouvel objet céleste que l'on appelle Rirlotsosat ou les Pléiades. Cet amas d'étoiles représente un ours entouré d'une meute de chiens qui aboient. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Rilugtusat, la meute des chiens qui aboient et qui sont autour de l'ours. Enfin, belle histoire. C'est vraiment bâti selon la réalité des Inuits. Là. Les chiens n'ont pas peur des ours.
parce qu'ils sont trop rapides, trop petits. Alors, ils peuvent facilement faire fuir un ours. C'est un peu le but de la légende, mais souvent, hein, ça monte dans le ciel. Là, des êtres humains montent, des animaux montent. Alors, tout ça est bien représenté. Alors, ça conclut un peu la présentation, là, la recherche que j'ai faite. Je ne sais pas si je vous remercie pour votre écoute à tout le monde et à Patrick aussi de Plaisir. cette narration. D'ailleurs, Patrick, tu seras en spectacle bientôt, hein? Je te laisse une minute de Bientôt. publicité. T'es bien fin. Mais bientôt, non. Ben, malheureusement, non. Je te dirais que le prochain contrat signé, il est avec 15 cordes, 15 violons, violoncelles, etc., de l'Orchestre symphonique de l'Anaudière le 18 février dans le coin de l'Assomption. Mais je ferai la publicité en temps et lieu, mais c'est très, très gentil. Non, ben, présentement, moi, je répète. je pratique mes comptes, puis je pratique mes flûtes. Ouais. Ben, je te remercie infiniment. J'ai vu ta photo au Salésien, c'est pour ça, là, avec l'orchestre symphonique. Ah oui, c'est le 24 mars à Sherbrooke. 5 cordes de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. 2 violons, un violon alto, une harpe, puis je pense qu'il y a un violoncelle, plus mes musiciens. Ça aussi, ça va être bien, bien, bien le fun. Oui, puis c'est mon compte, mon canot aussi que je vais faire. Ouais, que j'ai déjà fait pour ici, pour la communauté, là, par Zoom. Ouais. Merci beaucoup. Marianne, tu peux-tu arrêter ma... Non. C'est compliqué des fois, ces affaires-là. C'est ça, avez-vous des questions, tout simplement, là? Merci, Sylvain. C'était super intéressant. Est-ce que j'ai cru comprendre que c'était enregistré? Est-ce que c'est disponible sur le site? Parce qu'il y avait tellement d'informations que c'est difficile de capter tout ça, mais ça m'intéresse particulièrement, cette chose-là. Je vais remettre l'écran en zoom. Oui, Marianne a dit que ça allait être... OK, ça allait être disponible... Concentre-toi sur tes affaires. Oui, ça allait être disponible là, sur YouTube, là, comme la semaine dernière aussi, il a été disponible. Donc, oui, ça va être possible de l'avoir. Là. Et dans le site que tu nous as donné, la référence tout à l'heure, le Stellarium, est-ce qu'il y a des informations spécifiques aussi au ciel de l'Arctique ou de n'importe où? Oui, dans le fond, on peut choisir la cosmologie qu'on veut. Il y en a plusieurs. Il y a même les Ojibwe dont je parlerai la prochaine fois. Là. Il y a plusieurs possibilités là, d'avoir des cosmologies différentes. Je ne pourrais pas vous le montrer à l'écran là, parce que je pense que j'ai des problèmes de partage d'écran qui c'est ça. continue à être partagé malgré toi. Oui, c'est ça. Je ne veux pas, mais il continue à être partagé. Mais Marquise, pour répondre à ta question, là, c'est parce que j'essaie de taponner sur l'ordinateur pour enlever le screen, le share écran. Là. OK, c'est beau. Attendez un petit peu, je vais vous l'enlever. Oh, yeah! Bon, oui, les conférences qu'on donne les mercredis sont toutes enregistrées et elles sont disponibles. Vous pouvez visualiser le tout sur notre page Internet de la communauté. De toute manière, la rencontre d'aujourd'hui, je vais la publier avec un lien. Vous allez pouvoir les cliquer sur le lien. Mais sur le site web, c'est ça, je cherchais le site web de la communauté. Je vais vous donner le lien, dans le fond, là, pour y accéder. Vous pouvez aller visionner toutes celles qu'on a faites depuis le début. Donc, voilà. Fait que si vous en avez manqué une ou vous voulez la réécouter, ben, c'est toujours possible de le faire. Merci. Marquise, je vais repartager mon écran avec Stellarium. Là. Je vais vous le montrer, le logiciel. J'espère que ça va fonctionner. Alors, est-ce que vous le voyez, là? Oui. Je vois quelque chose, en tout cas. Il y a une terre avec un ciel. Voilà, oui. OK, bon, ben alors là, je peux aller sélectionner, enlever la partie terre, la partie obscurité. Et là, j'ai tous les objets célestes que j'ai dans le ciel, donc je peux avoir accès à tout ce que je veux.
Et puis là, dans la cosmologie, si je m'en viens sur le côté, OK, là, c'est parce que je n'ai pas tout mon écran. Dans mon affichage, je peux déterminer la culture céleste que je veux. Puis là, j'en ai plusieurs. J'ai aztèque, j'ai arabe, là, j'en vois quelques-unes chinoises. Là, j'ai pris celle inuit, mais OK. je peux prendre celle occidentale. Vous voyez tout ce que je fais, là? Oui. Navajo, oui, je peux aller Ouais. sélectionner. Et puis à partir de là, ben, ça me permet d'avoir les étoiles qui vont voir. Je peux même déterminer la date et l'heure. Oui, c'est ça. Comment on fait pour ça? Si on veut voir, mettons, le ciel de Sherbrooke ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on Euh, peut faire ça? oui, on peut aller directement Dans mettre le- nos coordonnées, la latitude et la longitude. Là. Il est possible d'aller directement là. Moi, j'avais celle de Salouit, donc je l'ai rentrée, puis je l'ai mis. Après ça, j'ai fait ajouter à la carte. là. C'est ça que j'ai fait en bas. Et puis là, ben, j'ai Salouit. À partir de là, ben, je peux avoir. Mais si je mettais Sherbrooke, je ne sais pas si je l'ai dans les moteurs de recherche, là, parce qu'ils ne sont pas forts sur le Québec. Mais le ciel Salouit, il doit avoir Sherbrooke quand même. Non, Salouit, c'est moi qui l'ai rentré. Ah, OK. OK. Je ne suis même pas sûr qu'il y a Montréal dessus. Fait que je Eh peux boy. aller vérifier. C'est parce que c'est pas. Attendez. Montréal, des fois, il faut pouvoir mettre d'accent. Ah oui, là. Fait que, mettons, je mets Montréal. Et là, je vais avoir la position de Montréal. Là, si je veux avoir plus ce soir, je vais aller chercher la date et l'heure. Mettons, je veux l'avoir à 20 h ce soir. Alors là, je vais aller voir. Puis là, ben, je peux garder mon sol. Là, ça me donne une indication de tout ce que je vais voir uniquement. Puis là, ben, j'ai des différentes choses que je peux afficher. Je peux dire, bon, ben, je veux ne pas avoir tous les satellites, tous les prix d'astéroïdes. Je ne veux pas avoir le nom des planètes. Ça, c'est quand même pratique. Là. Ouais, ben Euh, oui. Ensuite, bon, les points cardinaux, je peux les enlever, je peux les laisser là. Et après ça, ben, je peux déterminer aussi quel genre de ciel que je veux avoir. Je ne vois plus ma flèche. Je pourrais dire, bon, mais je voudrais l'avoir selon Navajo. Hein, on l'a demandé tout à l'heure. Donc là, à partir de là, je peux avoir les images de Navajo. Là, c'est trop au sud pour nous autres. Non, OK, il y en a. Donc, il y a des constellations qu'on peut voir. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas de dessin, eux autres, c'est pour ça. Fait que ça, c'est ce que je pourrais voir là, si j'étais dans le ciel à Montréal ce soir à 20 h, dégagé, pas de pollution lumineuse du tout. Là. Et puis là, ben, fait que ce logiciel-là me permet d'aller explorer le ciel. Puis si j'ai à sortir le soir, je peux voir s'il y a une planète. Par exemple, la Lune va être au sud-ouest, Saturne est à côté, Jupiter n'est pas loin. Donc, j'ai quand même beaucoup de référentiels. Puis là, je peux avoir le nom de mes étoiles. Là, je peux aller les sélectionner. Ah, ouais. Ouais, mais Affichage, mettons, je vais avoir le nombre de mes étoiles. Donc, bon, ils sont là, les principales étoiles. il faut être quand même relativement habile. Ça va prendre un certain temps avant de devenir habile Bon, avec je ça. dirais peut-être en quelques minutes, si on connaît déjà un peu le ciel, là, ça peut être intéressant là, de fonctionner. C'est sûr que quand on va avec le ciel occidental, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses. Fait que, si je reviens à mon ciel occidental, dans le ciel, je n'aurai pas juste une affaire, hein, j'en ai avoir plein. Là, fait que ça, c'est un peu étourdissant. Ouais, Euh, moi, et faire du repérage d'étoiles dans un ciel où est-ce qu'il y a plein de choses, surtout dans le Grand Nord, c'était déjà très, très essoufflant. Donc, moi, je me limitais à essayer de trouver les principales étoiles que je connaissais. Puis à partir de là, ben, j'essaie d'avoir des points de repère, mais je les avais à longue pratique. Là. Mais c'est sûr qu'on connaît toujours la Grande Ourse, on connaît toujours habituellement Cassiopée est assez simple à restituer dans le ciel. Là. À partir de là, ben, c'est possible. La Lune est facile à repérer aussi. en général, si on la voit, ouais. Donc, ça peut nous aider effectivement de repérer les autres affaires. Des fois on a une étoile qu'on ne sait pas si c'est une étoile ou une planète qu'on voit dans le ciel, mais ça, c'est un logiciel qui nous aide à le Ben oui. savoir, puis c'est programmé pour les prochaines années aussi. Là.
Ah, c'est fantastique. Mm. Ben, je vais essayer ça. Merci. Marianne, tu peux enlever mon partage. Merci. Des jolies tulipes, mais Solarium. Le logiciel s'appelle Solarium. Stellarium, oui. Stellar pour étoile, puis Rium là, pour. Stellarium. Oui, OK. Stellarium. Puis gratuit sur Internet. Vous pouvez le OK. télécharger. Puis ça, c'est toujours le fun. On ne peut pas toujours amener nos ordis ou nos portables avec le ciel, mais ça, il y a d'autres instruments à ce moment-là qui nous permettent de faire la même chose. Des cherches étoiles, il y a même des appareils électroniques. Moi, j'ai fondé un club d'astronomie à Salouette où est-ce qu'on avait acheté un gros télescope de 13 pouces. Et les gens à Salouette venaient regarder et la Lune, et Jupiter, et Saturne. J'ai fait des observations là, de nuit à moins 30, moins 40 là, dans le village. Puis wow. les gens se sont déplacés en très, très grande quantité. Même dans Toundra, ils sont venus. Là, on n'avait pas de moteur électrique, là, mais on fonctionnait parce que de toute façon, à moins 40, ça gèle. Fait qu'on on s'amusait juste à regarder. À ce moment-là, on regardait, je crois que c'était Saturne avec l'anneau. Puis là, les gens, des Ouluriades, c'est des étoiles. Puis Ouluriades Joie, c'est les grosses étoiles, donc les planètes. Là, les gens venaient voir ça. Puis il y en a qui étaient en état second des fois. C'était drôle. Mais ils venaient, puis ils trouvaient peut-être qu'ils voyaient 2 fois plus d'étoiles que nous autres, je ne sais pas. Peut-être plus grosse. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Là, sur un écran, c'est comme ça. Si tu de voir ça pour nous autres qui ne connaissons pas ça, c'est un paquet de petits points blancs. Et quand tu le vois en plus gros, là, on est capable plus de s'orienter, de comprendre. Là, pour nous autres, c'est un petit peu difficile. Là. On a toujours, de toute façon, même moi, c'est pas facile, là, je me retrouve dans un ciel étoilé. Comme je ne suis pas un astronome, ben, tu sais, j'ai mes points de repère, la Grande Ourse, mais après ça, je ne sais pas tout le temps c'est quoi qui est à côté de la Grande Ourse, en haut, au nord, au sud. Donc, ça me prend des outils aussi pour le savoir, mais moi, j'ai pas. J'ai fait un choix à un moment donné entre la photographie, l'astrophotographie, là, les étoiles, ou les aurores boréales. Puis, parce qu'on peut mettre, au bout des télescopes, on peut mettre un appareil photo, là, puis prendre une photo. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des Hubble qui existent, des gros télescopes à Hawaï. Puis les autres font des photos que moi, je ferais là, très amateur. Eux autres, c'est professionnel avec des appareils exceptionnels. Donc, il y a tellement de photos qui sont faites mettons, de Saturne que si j'en faisais une, ben, ça serait pour moi que je la ferais tout simplement. Alors que les aurores boréales, ben, ça change tout le temps. C'est jamais pareil. Donc, c'est plus facile Mais avec de toutes varier. ces activités-là, comment tu faisais pour travailler? Je dormais pendant que je donnais mes cours. Là. Je prenais un ton monocorde. Non, non, je trouvais l'énergie malgré tout là, pour tout faire. Mais quand c'est les mois de soleil, là, c'est très facile d'avoir de l'énergie. Là. J'en parlais à mon épouse, là, Marianne, que le soleil était là présent presque 22 heures sur 24. Et puis, Oui, c'est on mettait des plastiques dans les fenêtres pour on est... essayer de ne pas avoir de soleil pour dormir. Mais ça nous donne une énergie très, très forte. Alors que l'hiver, quand c'est 21 heures de noirceur, ben moi, l'énergie, j'allais chercher dans les aurores boréales. Ça me donnait de l'énergie. Ouais. Oh, Oui, effectivement, il manque de lumière. Je suis allée à l'époque de la grande noirceur, là, hmm, et du grand soleil et de la grande noirceur. Oui, j'aimais mieux le grand soleil parce que ouais. ça donne Ben, l'énergie, je effectivement. sais, je sais pas c'est qui a demandé si on avait vu des aurores boréales cette semaine, mais ça date c'est quelle date, Sylvain? 4 novembre, la semaine Ouais, 4 passée? novembre. Ouais. Oui, c'est ça. C'était où? C'était Ça, à Saint-François-Xavier de Brompton, au dans bout le du rang. rang 2. Ah, ouais. Ouais. Ouais, mais justement, je viens de regarder pour le Facebook, puis je n'ai pas vu de photos. Je sais pas. Ben, là, j'ai de la prendre sur le groupe Facebook de la communauté, là. La communauté. Ouais. Le site? Le groupe Facebook, pas le site, le groupe Facebook pour les membres de la communauté.
Ben, c'est là que je suis allée, là, je ne l'ai pas vu. Ça a été posté le 3 novembre dans le, voyons, après la conférence de Sylvain la semaine passée, ben, le soir même, dans la nuit, en fait, c'est parce qu'il était dépassé minuit, c'est pour ça que je dis 4 novembre, mais déjà en début de soirée, il y en avait, puis ça s'est amplifié, donc Sylvain il a pu prendre une photo dans la région ici. Oh, wow, je la vois, elle est belle. C'est ça, elle est ici, là. Je suis allé avec un ami, mais à 11 heures, lui, il était gelé, il n'était plus capable, puis il fallait rentrer. Et puis moi, ben, j'étais déçu parce que ça commençait à exploser dans le ciel. Mais de toute façon, les plus belles, ils sont venues à 4 heures du matin. Fait que là, j'aurais eu de la misère, Marquise, à aller travailler le lendemain matin. Oui, t'as eu de la misère, tu avais des petits yeux. Ça me Oui. rassure, ça me rassure. Je me disais, ah ben ouais, moi, si je passais jusqu'à 4 heures du matin à attendre les aurores, j'aurais un peu de mal le lendemain matin. Mhm. Mais c'est ça, pour les étoiles, j'avais fondé un club d'astronomie, puis à Salouit, ça avait été un endroit exceptionnel pour bâtir sur une montagne quelque part un centre d'observation. Puis tout était là pour le faire, les infrastructures et tout, mais ceux qui m'ont suivi n'ont pas continué le club. Ah, Puis dommage. puis les autres, il y en a un qui est un passionné d'astronomie là-dedans en plus, puis il n'a pas voulu continuer. Ça a tombé à l'eau, mais c'était le club Oluriat, les étoiles. Bon, non. Donc, ben, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, ça m'a fait bien plaisir encore une fois. Merci à toi. Merci beaucoup. Michel, on ne t'entend pas. Merci beaucoup. Puis merci à Patrick avec ses deux beaux contes. J'ai toujours aimé les histoires, moi, puis les légendes, que ça a tombé dans ma ligne de tir. Je prêterai mon livre, Yvan. OK, si mettons qu'on voudrait avoir les comptes, est-ce que c'est réservé à Patrick ou on peut les avoir ailleurs? Ah, ben moi, je peux les mettre sur la page Facebook là, de la communauté, là, les deux comptes qu'on a lus. C'est en PDF ou en doc, là, mais je pourrais les partager, il n'y a pas de problème. OK. Bon, je sais que Véronique, elle a bien aimé ça. Elle a aimé ça raconter ça aux enfants. Mm-hmm. Ah, puis il y a des films hein, qui ont été faits aussi là, par des artistes du Grand Nord. Là. Je pense à Sedna là, qui ont fait un film sur cette légende-là. Ils ont fait quelques films, puis ils essaient d'encourager les producteurs, les metteurs en scène, les auteurs du Grand Nord de plus en plus. Là. Très intéressant. Sylvain, m'entends-tu, Sylvain? Oui, je t'entends, là, Michel. Ah, bon, ben, je viens de revenir. Et depuis tout à l'heure, je te remercie beaucoup de ta présentation. C'est fort intéressant. Moi, il y a une question que je me pose. Quand tu étais là, est-ce que c'était encore omniprésent pour les Inuits, les étoiles, ou c'est quelque chose qui tente avec la modernité à être moins populaire ou moins attrayant pour eux? Je te dirais que pour les jeunes, il demeure un bagage culturel qui est là. On n'enlèvera pas d'eux autres la chasse, on n'enlèvera pas d'eux autres même s'ils vont moins à la chasse, ils ont ça naturel quand même, là, aller à la chasse aux oies. C'est sûr que tuer une oie, c'est facile quand tu en as 4000 en avant de toi. Des fois, ils en tuent 9 avec un coup de feu. Là. Même chose avec les caribous, des fois, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours difficile non plus. Pour ce qui est des étoiles, je pense ils sont tellement habitués de les voir, comme les aurores boréales, qu'ils n'en font plus un plat. Sauf que quand ils vont dans la toundra, ils redeviennent très traditionnels. Et là, ils vivent vraiment la pêche. Ils sont à l'aise dans la toundra. S'il n'y avait pas la télévision et Internet, puis ils étaient obligés d'aller dans la toundra, ils ne seraient pas malheureux. Maintenant, est-ce qu'ils s'orientent avec les étoiles, les jeunes? Je ne pourrais pas le dire. Là. Je pense qu'ils reconnaissent certaines choses dans le ciel. Ils ont des légendes, ils ont des histoires et ils vont siffler, ils vont se promener en regardant des choses, mais non, je ne pourrais pas vraiment dire. Là. Je sais que les Elders, j'en ai vu à un moment donné un ancien du village qui était sur la banquise en train de chasser, puis là, la banquise est partie, puis il est resté sur la banquise pendant 3 jours de temps.
Mais lui, il n'était pas inquiet parce qu'il savait naviguer, il savait se retrouver et puis il savait comment se nourrir aussi, là. Il était à la chasse, donc il pouvait chasser, mais il a dérivé pendant à peu près 100 kilomètres sur l'océan, le détroit d'Hudson. Puis ils l'ont retrouvé avec hélicoptère. Ils l'ont sorti de là, mais lui, il n'était pas. C'est un Elders. Il avait fait son équipement, son campement, tout. Il n'était pas en état de danger total. Mais un jeune aurait été perdu, il aurait peut-être été un petit peu moins confiant, mais c'est la même chose ici, hein? C'est pareil. Ben, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. J'ai appris des choses. On est ici, Michel, on t'entend pas bien. T'es faible, faible, faible. possible parce que mon microphone est au maximum. Il y a sûrement un problème avec Perdu ta tranquille. Est-ce que tu peux enlever ton micro-casque? Ouais, là, on t'entend pas. Il y a un volume sur son micro-casque. M'excuse, j'ai des problèmes de son, puis j'ai des problèmes, vous m'entendez pas. Mais je vais essayer de parler plus fort juste pour vous dire que c'est fort intéressant la conférence. Il y a des choses qui. On t'entend pas, Michel. Est-ce que tu peux aller voir Claudette? Avec l'iPad à Claudette? Il faut que tu mettes le son. Oui, il faudrait que tu remettes le volume. Attends un petit peu. Faut que tu. Ouais. OK, Ah. bon. Tu m'entends-tu? Oui. Oh, très bien. Ah, mon Dieu, pour une fois. OK. Non, je casse. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses ici, là, présentement, avec la pollution qu'il y a lumineuse. C'est sûr qu'on n'a pas la même vue que où est-ce que c'est réellement, là, qu'il n'y a pas d'éclairage. Ça doit être. Moi, je n'ai jamais été dans le Grand Nord à ce niveau-là. Le plus loin que j'ai été, c'est à Beijing. Mais ça doit être formidable d'être en mesure de voir ça. On doit sentir comme les étoiles proches de nous, il me semble, plus qu'ici. Ben, l'effet, c'est trompeur parce que là-bas, Ah oui? oui, là-bas, comme je disais au début, il y a beaucoup plus d'étoiles, donc ils sont plus petites. Il y a plus de comparatifs. On les voit comme tellement nombreuses que elles ne semblent moins scintillantes, moins proches, alors qu'à Montréal ou à Sherbrooke, ils sont moins nombreuses, donc on a l'impression qu'ils sont plus proches. Mais OK. c'est parce qu'il y a moins de comparatifs ici à Sherbrooke. Mettons, l'étoile de la Grande Ourse, à côté de la plus proche, ça va peut-être être une distance assez importante, alors que dans le nord, il y a plein d'étoiles autour mettons, de Doubé dans le Grand Nord. Donc, là, ça devient un peu mélangeant. Il y a tellement d'étoiles dans le Nord que la référence, mettons, de Cassiopée, de la Grande Ourse sont très importantes. Tutuit ou Pituac, là, c'est des références qui sont importantes pour se repérer. Mais quand on connaît certains trucs, comme l'étoile polaire dans le Nord là, est moins brillante hein, que, mettons, Vega ou Arcturus. Puis là, ben, quand on regarde l'étoile polaire, on n'est pas capable de faire la petite casserole. Là. C'est difficile. Il faut vraiment, vraiment un exercice visuel. Ah oui, c'est un effort additionnel. Oui, oui. Alors qu'ici, ben, on la voit. Hein. C'est facile. Oui, on la voit bien. Oui. Parce que c'est parce qu'il y a de la pollution lumineuse, mais il y a aussi bon, toute la magnitude là, qui est moins élevée. Là. OK. Mais ça donne l'impression qu'elles sont plus brillantes ici, puis plus grosses, parce qu'il y en a moins autour. Mais... Oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais pensé le contraire. Mais c'est spécial. C'est réellement spécial. Mais ça doit être de toute beauté. De toute beauté. Non, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Sylvain? Ben, c'est ça. Ben, on pourra l'appeler pour avoir la façon de revoir les comptes là, pour certaines personnes. Là. Je trouve ça intéressant. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, de ta présentation. Merci aussi à Patrick. Ça a été fort intéressant. Puis au début de l'année prochaine,
on va se reparler et on va te réinviter parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à apprendre encore et à visionner. Moi, je n'ai pas d'autre chose que te dire que ça a été très, très, très intéressant et instructif pour moi, en tout cas, puis j'espère pour l'ensemble des participants. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Merci encore. Puis on se revoit la semaine prochaine si j'ai la confirmation de notre invité, parce que j'attends toujours sa confirmation. Je ne vous dirai pas son nom pour le moment parce que je n'ai pas sa confirmation. Il était supposé de me confirmer, puis il n'a pas encore confirmé, mais ça arrive des fois que c'est plus lent, la confirmation de certains individus pour la conférence. Bien, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Merci bien tout le monde. Merci. Bonjour à tous. Bravo. Au revoir.